J'ai porté plainte le 8 octobre 2020 contre Antoine Valentinelli pour des faits de viol. J'ai porté plainte le 21 mai 2024 contre Antoine Valentinelli pour des faits de viol. Ma plainte et celle des 2 autres victimes a été classée sans suite le 22 janvier 2025 et on a décidé de se constituer partie civile avec une autre plaignante. J'ai rencontré Antoine en 2015. Mon cousin, c'est son manager et il l'a ramené à l'anniversaire de mon père. Mais notre vraie rencontre, c'était en 2017. Mon cousin m'a appelé parce qu'il tournait un clip à New York et moi, j'habitais à New York à ce moment-là. Je l'ai rencontré via des amis en commun qui me l'ont présenté un soir de décembre. On s'est jamais vu pour faire quoi que ce soit d'autre que passer la soirée ensemble et dormir ensemble et coucher ensemble, quoi. On s'est appelé. Il était très gentil au téléphone et pour me remercier de mon temps, il m'a invité à venir manger avec lui et ses amis le soir même. Et c'est 2 ou 3 jours plus tard où je les ai retrouvés pour une soirée. Et là, l'ambiance était très différente. Antoine, il était hyper déchaîné. Il faisait des propos vraiment dégueux. Il est rentré dans une boutique pour aller acheter des préservatifs. Il allait sur Tinder. Vraiment, c'était dans le but il voulait serrer des meufs. Ce soir-là, je lui avais demandé si je pouvais dormir chez lui parce qu'il habitait dans le sud de Paris et que le lendemain, je devais travailler en banlieue sud. Il avait accepté et comme j'habitais assez loin de chez lui à cette époque-là, j'étais arrivée assez tard dans la soirée. Mais j'avais encore du travail à faire. Donc du coup, je suis allée directement dans sa chambre pour finir de bosser. Et lui aussi, de son côté, continuait à bosser jusqu'à assez tard. On est allé sur le dance floor et c'est là que il a commencé à se rapprocher de moi. On a commencé à danser et en fait là il m'a un peu embrassée de force. Je l'ai repoussé tout de suite. Je lui ai dit que c'était vraiment pas du tout une bonne idée parce que il travaillait avec mon cousin. On a tous quitté la boîte. On a pris un taxi de Manhattan à Brooklyn. Une fois qu'on est arrivé de l'autre côté du pont à Brooklyn, j'ai demandé au taxi de me déposer. Donc il s'est arrêté sur le côté et il m'a laissé sortir. Et c'est là que Antoine m'a suivi. Donc il est sorti sans me poser de questions. Le taxi est parti et donc je me suis retrouvée dans la rue toute seule avec lui. Donc je me suis endormie donc seule dans sa chambre. Et quelques heures plus tard, je me suis réveillée d'un seul coup sans comprendre ce qui se passait. Et j'ai réalisé au bout de quelques secondes qu'il avait en fait qu'il essayait d'entamer un rapport avec moi pendant mon sommeil. Quand ça nous arrive, ce genre de choses, ça prend quelques secondes pour se rendre compte de ce qui se passe et pour revenir à la réalité, surtout quand on est dans un sommeil profond, quoi. J'ai essayé de le repousser plusieurs fois, sans succès du tout. Il me répondait pas, il disait plus rien. Et au bout d'un moment, du coup, j'ai baissé les bras, entre guillemets, parce que je pensais à sa mère qui dormait à côté. Je voulais surtout pas qu'elle se rende compte de ce qui était en train de se passer. Une fois qu'on est rentré chez moi, c'était très bizarre. Je me souviens de lui avoir donné un verre d'eau. Et vraiment, en 2 minutes, il m'a déshabillée. Je me suis retrouvée sur mon lit. Et on a entamé un rapport que j'avais pas envie de base, mais j'avais pas dit non au début. Et puis tout de suite le rapport a commencé à devenir très violent. Et c'est là que j'ai dit mon premier non. Et au moment où j'ai dit mon non-consentement, que je ne voulais pas, il a redoublé de violence. Et il a commencé à me tirer les cheveux. Il était derrière moi et il m'a tiré les cheveux, il a mis son poing dans ma bouche. Il a commencé à m'étrangler. J'ai dit non 2 fois et puis au bout d'un moment, je pouvais même plus parler. Donc, je me suis complètement dissociée et j'ai juste attendu que ça se termine. Et il m'a dit ah ouais, je croyais que t'étais une meuf BDSM, mais en fait, t'es qu'une soumise. Et puis, il est allé se coucher dans mon lit. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais tétanisée, j'étais vraiment allongée dans mon lit. J'ai attendu qu'il s'endorme pour ensuite me laver.
Et quand il a terminé, il s'est allongé à côté de moi, vraiment comme s'il s'était rien passé d'anormal. Et là, je l'ai regardé et je lui ai vraiment tout de suite dit c'est quoi que tu comprends pas quand on me dit non. Et il a rigolé, il m'a dit bah nous on sait très bien ce que ça veut dire quand vous dites non. Et donc là, je l'ai giflé. Et ensuite, je suis allée aux toilettes pour me cacher, rester un peu seule avec moi, voilà quoi, dans les toilettes. En 2019, j'étais en dépression, donc je suis rentrée en France après 10 ans à New York. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis associée avec le CFCV, donc le collectif féministe contre le viol. J'ai fait un groupe de parole avec eux. Elles m'ont beaucoup aidée. Même pas 3 ans après les faits, j'ai déposé plainte, donc en 2020. J'ai décidé de porter plainte principalement pour reprendre un peu le contrôle de mon histoire. Vu que la moitié de ma famille ne me soutenait pas, je me suis dit que si je portais plainte, peut-être qu'ils comprendraient à ce moment-là que j'ai vécu quelque chose de très grave. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et même moi, j'ai mis plusieurs mois à me rendre compte, enfin à admettre ce qui s'était passé en fait. C'est que depuis quelques années là que je me rends compte de l'impact que ça a eu sur mes rapports avec les hommes en général et sur ma sexualité, clairement, sur ma confiance en moi, sur mon rapport à mon corps aussi énormément. Au moment où j'ai porté plainte, mon premier espoir vraiment, c'était que ça motive les autres victimes dont j'entends parler depuis des années à faire la même chose que nous. Le fait de parler à visage découvert, c'est tellement difficile, mais en même temps, ça nous soulage. Mais d'un côté, moi, j'aurais préféré ne jamais vivre tout ce que j'ai vécu. Le fait de déposer plainte contre son agresseur, ça a un coût financier qui est extrêmement important, mais ça a aussi un coût psychologique, physique. Ça me sert à rien dans ma propre vie de faire tout ça, à part être traumatisée et que c'est déprimant de faire ça. C'est long, c'est épuisant, c'est fatigant. En fait, je crois que ce qui est le plus fatigant, c'est le fait de toujours devoir raconter la même histoire, qui est la vérité. Et qu'en fait, face à nous, on a des gens qui veulent pas nous croire, qui veulent pas nous écouter. C'est infernal, en fait. J'ai perdu des membres de ma famille, j'ai perdu des amis, j'ai perdu de l'argent. J'ai décidé de pas céder, en fait, et de continuer à me battre parce que je sais ce que je dis, je sais que je raconte la vérité. Et lui aussi sait que je dis la vérité. Et lui aussi il sait que je mens pas. Je veux pas le laisser tranquille tant que justice sera pas rendue.